Salut! Alors, aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui peut arriver de temps en temps lorsqu'on fait de l'électronique, c'est le fait d'avoir un gros tas de transistors, comme cela, et de les trier entre eux pour qu'ils aient des caractéristiques à peu près analogues. Alors ça, on en a besoin quelquefois sous forme de paires complémentaires ou de transistors similaires qu'on veut trier sous la forme de caractéristiques à peu près analogues, parce qu'on va les mettre en parallèle, parce qu'on en a besoin, simplement, parce qu'on a besoin de symétrie ou des choses comme ça. Donc, on se retrouve avec un gros tas de trucs, et comment on va pouvoir les trier? Alors, il y a plusieurs manières. Soit on est vraiment équipé, qu'on a plein de pognon, et on a des appareils pour le faire. Mais on n'a pas plein de pognon, et on n'a pas d'appareil spécialement pour le faire. Alors, comment on va pouvoir résoudre ce problème? Alors, on va passer à côté, et on va voir un peu qu'est-ce qu'il nous faudrait pour pouvoir réellement étudier un gros tas de composants et pouvoir les trier entre eux. Alors, comment on va pouvoir essayer de trier un peu tous ces composants pour en faire des petits lots disons, qui ont des caractéristiques similaires? Alors, ce qu'on trouve assez souvent, c'est simplement ce genre de montage. On a notre composant, ici, simplement un transistor NPN. Bon, pour l'exemple, je vais prendre ce style de composant, un bipolaire NPN, ce sera... Pour les autres, c'est tout à fait similaire, il suffit de changer les signes et les courants. Habituellement, ce qu'on fait, c'est quoi? On prend un transistor ou un autre transistor, on les met dans une situation donnée, on mesure un point de repos, un point de fonctionnement donné, et on les compare. Et on choisit ceux qui sont les plus proches, on les trie, etc. Donc, on a une alimentation fixe, une tension collecteur-émetteur, éventuellement un courant en base donné, et puis on laisse tous nos transistors, on les note dans un tableau, et puis voilà, et on les trie, et puis on fait des paires. Donc ça, c'est un simple tri sur un point de repos, éventuellement le point de repos du montage, mais le problème, c'est que le tri n'est pas terrible. On ne trie pas vraiment des composants comme ça si on veut vraiment faire des tris sérieux. Le problème, c'est qu'il y a plein de transistors qui peuvent se retrouver avec des caractéristiques identiques à un point donné, mais qui sont complètement différentes en dehors du point. C'est une question de coup de bol. Alors, un exemple. Ça, c'est éventuellement un transistor NPN. Alors, j'ai mis entre parenthèses un équivalent à partir d'un FET et canal N. C'est tout à fait équivalent, c'est tout à fait superposable. Ici, j'ai noté avec un indice T un point de repos donné sur lequel on teste les composants. Donc ici, on teste un composant à un point donné qu'on a choisi, qui peut être le point de repos du montage, n'importe. Ici, j'ai pris deux transistors, il y en a un qui est en noir, l'autre qui est en rouge. Malheureusement, ces deux transistors, au point de repos ici, ils ont des valeurs très très similaires. On se dit qu'ils sont identiques. Sauf que, on peut se retrouver sur ce genre de cas de figure où le transistor rouge va s'écarter du noir pour d'autres valeurs, et on se retrouve en fait avec deux transistors très différents. Les gains sont différents, et pourtant ils ont un point commun ici, qui malheureusement c'est celui qu'on a choisi pour essayer de les trier. Et ça, c'est un problème. C'est pour ça que si on veut appairer des composants, il ne faut pas se contenter d'un seul point de repos. Éventuellement, on peut le faire sur plusieurs points, mais l'idéal, c'est carrément d'avoir le réseau de caractéristiques et de voir s'ils se superposent ou pas. Donc voilà, c'est ici la limite du système. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire, au minimum, pour essayer non pas d'avoir un seul point, mais avoir un réseau de caractéristiques? Alors là, ici, on va sortir de ce cas de figure où on a mis des tensions continues, et on essaie d'imaginer qu'est-ce qu'il faudrait mettre ici comme, non pas une tension, en tant que tension continue, mais en tant que signal particulier pour pouvoir tracer un réseau complet. Alors ça, comment on va travailler là-dessus? Simplement, si je prends la courbe noire, comment tracer ça? Simplement, je pars de là, je me fixe un courant base 1, je fais évoluer la tension collecteur, ensuite je change la tension base 2, donc le courant base, je passe à IB2, je redescends la tension collecteur, ensuite je passe à un courant base 3, je remonte la tension collecteur, etc. Donc on balaye comme ça. Donc il nous faut un signal qui balaye entre 0 et, disons, une tension VCE max choisie, et il faut en même temps, d'une manière synchronisée, faire monter
soit un courant base, soit une tension gris source du transistor qu'on teste. Et ça, ben, si on essaie de tracer d'une manière temporelle ce qu'il nous faudrait, ben, ça donnerait ça. Bon, je prends toujours l'exemple d'un transistor NPN. Donc, j'ai besoin de deux signaux. J'ai besoin d'un signal, ici, VCE, et un signal, ici, je vais prendre VBE, ce qui est lié à IB. VCE, ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est une tension positive. Donc, qui va varier entre 0 et une valeur VCE max. Alors, mettons, on va prendre, pourquoi pas, une sinus. Hop. Voilà, donc une demi-sinus, une demi-période. Durant ce balayage, entre 0 et VCE, ben, ici, je vais fixer VBE une valeur. Bon, on va prendre la première valeur à 0. Donc, on va fixer une tension à 0. Ensuite, je vais rebalayer vers 0 ici. Et au moment où ça arrive au maximum, je fais simplement évoluer VBE vers une autre valeur. Et pendant qu'il va balayer dans l'autre sens, il va balayer avec une nouvelle valeur VBE. Donc ici, on aura une caractéristique de transistor qui va faire ça. Ensuite, le VBE va monter, toc, et ensuite, le VCE va redescendre. On va avoir la deuxième courbe. Ensuite, on va repartir avec un nouveau balayage, avec une nouvelle valeur de VBE. Ensuite, on va redescendre avec à 0, on va rebalayer VCE dans l'autre sens et on va passer à une nouvelle valeur de VBE. Voilà. Donc ici, on est reparti là. Ensuite, on va remonter à VCE avec une nouvelle valeur. Ensuite, on va remonter à une nouvelle valeur VBE et on va revenir à 0. Donc, le VCE, lui, ça va être un simple sinus. Et le VBE, lui, va être simplement un échelon. Il y aura autant de plateaux d'échelons que l'on veut de courbes sur la caractéristique. Donc, ça, conceptuellement, c'est assez simple d'imaginer ce qu'il faudrait mettre dans le système pour avoir un réseau complet. Donc, avec deux générateurs de signaux plus un transistor, éventuellement une ou deux résistances, histoire de pouvoir faire les mesures de courant. Parce que ce qui nous intéresse souvent, c'est de calculer soit le courant collecteur, soit un courant base ou des choses comme ça. Donc, simplement, on résume un tracé de courbe, de caractéristiques, simplement avec deux sources de signal et éventuellement un voltmètre, ampèremètre ou tout ce qu'il nous faut pour mesurer les valeurs qui nous intéressent. Ici, en général, le VCE. Alors, comment ça va se présenter d'une manière la plus simple possible? Simplement, on va avoir le transistor, ici, qui va être là. On va mesurer d'une manière ou d'une autre le courant qui va circuler ici. On va mettre ici éventuellement un moyen de générer un courant base fixe. Voilà. Et ici, on va générer une tension qui va être celle-là. Donc ça va être ça. Et ça va être lié à ça. Bon, ici, j'ai marqué une tension VBE, mais disons, ce sera équivalent à un IB d'une certaine manière. Ce qui compte, c'est ici de fixer un paramètre et de faire varier l'autre sur la plage qui nous intéresse. Ensuite, rechanger le paramètre, rebalayer dans l'autre sens pour faire tout le réseau. Donc, comment on peut faire ça de la manière la plus simple possible? Alors ça, c'est facile. C'est une simple sinus qui a un offset qui est égal à la moitié de VCE. Ça, c'est genre sinus oméga t VCE plus VCE sur 2. Voilà. Ce qui vous intéresse, c'est ça. Ça, n'importe quel générateur BF sait le faire. Une sinusoïde avec un offset, ça, n'importe quel générateur BF sait le faire. La limite, ça va être la tension. Bon, ici, éventuellement, ce qui nous intéresse, c'est de trier des composants à petits signaux. Donc, si le générateur BF fait 15 volts, c'est déjà pas mal pour pouvoir tester. Si on a besoin de plus, il suffit de prendre un générateur BF et un amplificateur de chaîne IFI pour monter en tension, et éventuellement en courant, pour tester les transistors de puissance. Mais ça reste un générateur BF qui fournit une sinus. Ça, c'est plus délicat. Alors maintenant, les générateurs BF sont facilement disponibles sous la forme de générateurs de forme arbitraire. C'est-à-dire qu'on peut éditer n'importe quelle forme
et il peut générer cette forme sous différentes fréquences avec une amplitude et un offset. C'est celui que, ici, qui va servir d'exemple. Ce sont des générateurs qui ne sont pas trop chers et qui permettent vraiment de faire ce genre de manipulation. On va utiliser ça pour notre expérience. Alors, en pratique, comment ça va se passer? On va avoir un générateur BF ici. Ici, on va avoir non pas un générateur de courant. Alors, si on en a un, c'est tant mieux, mais un générateur de courant qui fournit ça, on ne l'a pas sous la main. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un générateur BF qui va générer ça en tension et une résistance R qui va servir simplement à fournir un courant. Cette résistance R, elle va être suffisamment grande de telle sorte que lui va avoir une résistance vue du générateur petite devant ça. Donc en fait, le courant va être essentiellement fixé par la résistance elle-même, par le fait qu'elle aura une valeur suffisamment grande pour que ça ne joue pas trop. Donc ça va se résumer à un générateur BF secondaire qui va générer ça via une résistance. Alors avec un MOSFET ou un FET, il n'y aurait pas besoin de R parce qu'ils sont attaqués directement en tension, ce n'est pas un problème. Alors après, qu'est-ce qu'il faut faire? Après, il faut mesurer, ce qui nous intéresse, si on veut les caractéristiques d'un transistor bipolaire, c'est toujours sous cette forme-là, c'est le courant collecteur et la tension VCE. La tension VCE, elle est là. Bon, il suffit de foutre un voltmètre ici. Courant collecteur, mais là, bon, on peut mettre une résistance ici, pas trop forte pour éviter d'avoir trop grosse chute de tension, et ici on a un autre voltmètre. Donc on a directement le courant qui passe là, qui est lui via une résistance. Bon, conceptuellement c'est très simple. En pratique c'est plus chiant parce que nous ce qui nous intéresse c'est un réseau de courbes. Donc ce qu'on va mettre c'est pas des voltmètres, ce qu'on va mettre c'est un oscilloscope en mode XY et on va tracer le réseau. On veut voir le réseau, on ne va pas mesurer des points comme ça. Donc, le problème c'est qu'ici les voltmètres là sont mis d'une manière flottante. Surtout celui-là, essentiellement celui-là est mis d'une manière flottante en l'air. Le problème des oscilloscopes, c'est que les masses sont communes. Alors, ici, on va avoir un problème de masse. Donc, on est obligé un petit peu de revoir le schéma et de le faire d'une manière un peu plus approximative pour pouvoir brancher un oscilloscope sans problème. Alors, si on a des sondes isolées, on peut le faire directement comme ça. Mais je suppose qu'on va prendre le minimum de matériel, donc un oscilloscope standard qu'on va brancher directement sur le montage. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ici, on va passer la résistance de mesure de l'autre côté. Alors, en toute rigueur, ici, c'est pas IC, mais c'est IC plus le courant base qui passe ici. Et le courant base est négligeable devant IC, donc on ne va pas vraiment faire une grosse erreur à ce niveau-là. Je rappelle, notre but, c'est de trier les composants. La valeur de l'absolu ne nous intéresse finalement pas trop, même si ce serait pas trop mal de la connaître quand même, mais ici, on veut comparer les choses entre elles. Donc, à la limite qu'il y ait une erreur, si elle est systématique, c'est pas grave. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, effectivement, là, on peut tout de suite mettre un voltmètre là, parce qu'il sera relié à la masse. On suppose que la masse est là. Donc, ici, c'est un voltmètre. Ici, c'est la mesure du courant. Donc, en fait, c'est la portion verticale de l'oscilloscope. Donc, ça va être le Y de l'oscilloscope. C'est le courant IC, qui est directement proportionnel à cette résistance R, va être l'axe vertical. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est cette tension-là. Alors, je ne peux pas mettre ici de voltmètre là, parce que je me retrouve ici, dans ce cas, ce voltmètre, il est flottant, il n'est pas relié à la masse. Et je risque d'être embêté si je n'ai pas de sonde isolée. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre la tension, non pas entre là et là, mais on va la prendre carrément entre le collecteur et la masse. Alors, on va choisir R de telle sorte que cette tension-là soit faible, ce qui fera qu'elle sera relativement négligeable par rapport à la tension ici. Donc, on va prendre une résistance assez faible, ce qui va nous imposer d'avoir beaucoup de gains en Y, mais ici, on va pouvoir mesurer directement le VC, qui sera à peu près équivalent au VCE, moyennant la chute de tension en R. Mais encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est de comparer des transistors entre eux. Alors, l'exactitude ici de la tension par rapport à VCE ne sera pas vraiment vérifiée, mais finalement, ce n'est pas trop grave. Ce qui nous intéresse, c'est de comparer les choses entre elles. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va mettre l'axe X de l'oscilloscope. Donc ici, on va avoir ça qui va varier par le générateur, donc on va se balader comme ça. Ici, on va mesurer le courant qui circule dans le transistor, et on va voir si on génère ça et ça. Normalement, sur un oscilloscope, on va avoir un réseau de courbes.
Alors, si on monte un peu tout ça et qu'on a son tas de transistors et qu'on les met les uns derrière les autres, on peut voir sur l'écran de l'oscilloscope une vision globale du composant qu'on teste et on peut facilement les comparer entre eux, les trier. Si c'est difficile de voir visuellement, ben, on prend son téléphone portable, on fait des photos de chaque transistor les uns derrière les autres, et puis après on les trie, et puis enfin, on peut faire ça comme ça. Alors, utiliser un appareil photo comme ça pourrait être utile si on veut faire des paires complémentaires. Donc on peut photographier tout un lot de transistors avec cette polarisation-là, NPN. On retourne le générateur, on retourne ça, on mesure, on retourne le transistor, on mesure dans l'autre sens pour une version PNP. On aura un réseau, bon, si on garde les signes comme ça, on aura un réseau plutôt comme ça, mais on pourra le retourner avec l'oscilloscope, avec les inversions de canaux, on pourra retrouver un réseau de courbes orienté de la même manière, et après, on pourra les comparer entre NPN et PNP. Donc c'est un schéma, moyennant un peu plus de manip, on pourrait faire des paires complémentaires aussi. Donc il n'y a pas vraiment de limitation en soi. Pour passer au NPN, de NPN au PNP, il faut simplement inverser les générateurs, inverser les courbes. C'est tout. Hein. Il n'y a rien de plus. Donc en fait la difficulté ici c'est de générer ce signal là finalement. Et avec un générateur BF à forme arbitraire, c'est très facile. Alors moi j'utilise comme générateur, Rigol, c'est le DG1022. Alors c'est un générateur BF qui coûte, peut-être on peut le trouver à 200 €, quelque chose comme ça. C'est pas très cher. Ça a deux canaux, donc il peut générer simultanément ces deux signaux là. Ils doivent être synchronisés, hein, donc il y a un moyen de synchroniser les signaux entre eux. Ici, je l'ai programmé pour 6 plateaux, de 0,5 en 0,5, il est programmé comme ça, 0,5, 1 jusqu'à 2,5. Il y a 6 plateaux, et donc ce qui fait que la durée globale du signal de test est ici T, et ici ça va être la durée de la période de la sinus associée, ça va être T sur 3. Parce que j'ai 6 plateaux et j'ai besoin qu'une demi-période ici pour faire chaque plateau. Tout simplement pour dessiner le truc comme ça. Comme ici, le point va aller très vite, en fait, on ne verra pas le passage du rayon là. Donc voilà. Voilà conceptuellement comment réussir à voir un peu ces composants et essayer de faire un tri. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer ça, on va faire un montage et on va voir ce que ça donne, on va voir si ça marche. Ça tombe, ça ne marche pas. On va voir si ça marche, et puis on va tester sur un petit lot de transistors, voir si on voit bien les différences pour une même référence et si on peut utiliser ça pour trier tout un lot de transistors pour ces applications où des appairages sont nécessaires, où on doit avoir des transistors avec des caractéristiques analogues, surtout quand on les met en parallèle, quand on veut faire des étages d'entrée à très très faible bruit, on est souvent amené à mettre des transistors en parallèle pour pouvoir utiliser le fait que le bruit se réduit lorsqu'il se superpose. Et donc, on a besoin d'avoir des transistors qui sont de caractéristiques assez analogues, sinon on se retrouve avec des problèmes de polarisation, des problèmes de courant qui sont différents entre les transistors. Et comme les performances en bruit sont tributaires aussi du courant qui passe dedans, on se retrouve à quelque chose qui est difficile à maîtriser. Donc le fait d'appairer les transistors peuvent aller au-delà de les faire 2 par 2. On est peut-être obligé d'avoir 10 transistors à peu près équivalents. Et ce serait bien si cette manip-là pouvait fonctionner. Il suffit de la brancher et puis prendre bêtement tous les transistors et puis les trier et voir un peu ce qu'ils valent. On va passer à côté, on va regarder ce qui se passe en vrai sur un montage fait pour l'occasion. Ok, bon, nous voilà l'atelier. Ici, je montais simplement, alors c'est un 2N2222, alors pas plus classique. Une résistance d'émetteur 1 kΩ, j'ai pris ça au pif. Résistance de base pour avoir si on a une attaque en courant 10 kΩ, c'est tout. 2 résistances, 1 transistor. Donc j'ai un générateur BF ici à 2 canaux. Donc la première source de signal c'est une sinus à 120 Hz avec une amplitude de 10 volts, crête-crête, et un offset de 5 volts. Donc
On l'a ici, je l'ai mis sur cet oscilloscope-là. Une sinus, ici, le 0 est en bas de la sinus. Ici, on a 5 volts par division. Donc, ici, je montre les signaux tels qu'ils sont. Et là, c'est le résultat. Ça, c'est le canal numéro 1. Le canal numéro 2, lui, il est à 40 Hz, un tiers de la fréquence. Comme j'ai expliqué, le signal est sur 6 plateaux. Donc, il est à un tiers de la fréquence de celle-là. Ici, c'est ce qui est mesuré. C'est pas ce qui sort du générateur BF, c'est ce qui est mesuré au niveau courant collecteur. Donc, ici, c'est un signal 40 Hz. Il est à une valeur 3 volts maximum. Ok, donc voilà, le minimum est à 0 volts. Voilà, donc c'est juste un signal par palier qui va de 0 à 3 volts en faisant 6 paliers. Donc le saut est de 0,66 volts par pas. Voilà, donc le branchement, ben, c'est vraiment le cas le plus simple. Donc le générateur BF attaque directement le petit transistor. Petit signal, ça suffit amplement, il arrive facilement à attaquer ça, hein, les courants sont vachement faibles. Et là, donc, ici, je mesure ben, la tension qu'il y a au bord de la résistance d'émetteur. Là, l'échelle est d'ici de 500 mV par division, donc on a sur la résistance d'émetteur ici à peu près 1 volt un peu passé. 1 volt, non, 2 volts un peu passé. C'est 2 volts 2, quelque chose comme ça. Au maximum. Et là, bon, on voit certaines choses, comme ici, le fait que ça redescende à 0, etc. Alors, on va pouvoir regarder ce signal d'abord, pour voir que ce signal-là n'est rien d'autre que le réseau de caractéristiques qui se fait par morceaux, les uns derrière les autres, dans le temps. On va regarder un peu plus près ça. Je vais zoomer dessus. Alors, voilà. Voilà le signal tel qu'il est. Alors, le signal il commence ici, là, 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 là et là. Donc, ici, on est à 0 et environ 0,6 volts. 0,6, 0,66. En fait, le transistor ne conduit pas encore. Et la tension base émetteur est trop faible pour qu'il commence à conduire. Donc, on se retrouve ici avec deux courbes quasiment superposées. Et en fait, il y a de grandes chances pour que le réseau de courbes n'ait pas 6 courbes, mais que 5, dont les deux premières vont être superposées. Ensuite, ce qui se passe, c'est que là, on va utiliser cette portion-là de la sinusoïde, cette portion ici, qui va balayer pour ce plateau-là. Donc, on va avoir le courant qui va monter et se stabiliser. Ce qui est la partie de démarrage de la caractéristique, et après le transistor arrive à saturation, donc c'est la partie plate. Donc ici, en fait, ce qu'on a, ce petit bout ici, ben, c'est la première caractéristique, c'est la première courbe du réseau. Ensuite, on passe au réseau d'après. Donc cette partie, ce saut ici, c'est simplement, on passe au niveau supérieur. Et on est au bout du réseau de caractéristiques, et on va descendre au niveau de la tension collecteur. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, on reste au niveau saturé, puis à un moment, le courant diminue et on va se retrouver à 0. Donc ça, c'est la deuxième caractéristique, sauf qu'elle est retournée et elle vient juste après. Ensuite, on va réutiliser la nouvelle portion de sinus ici pour ici. Donc le courant va remonter et se passer en mode saturé. Ensuite, on va passer au truc d'après. Le courant part du mode saturé et va redescendre vers 0. En fait, on se retrouve avec les caractéristiques les unes derrière les autres qui sont alternées dans le temps. Et si on se met en mode XY, en fait, elles vont se superposer. Et c'est ce qu'on voit sur l'oscilloscope analogique ici. Alors j'espère que ça clignote pas trop au niveau de l'appareil photo numérique, enfin disons de la caméra, parce que bon, le balayage, lui, il est à... Le réseau est fait tous les 40 Hz, et chaque courbe est faite évidemment à 120 Hz, un aller-retour. Alors ici, en bas, on a les deux courbes superposées où le transistor, lui, il conduit quasiment pas. Et après, on a tous les étages, les uns derrière les autres, dû au courant base qui fait que le transistor se met à conduire. On a les zones saturées ici, on a les zones régime linéaire là. Donc, ici, en horizontal, on a 2 volts par division. Vertical, on a 500 millivolts. Alors, comme c'est une résistance d'1 kΩ,
de 10 kΩ pardon, au niveau de la base, bon, on a un ordre d'idée des courants bases qui sont ici. Il suffit de diviser l'écart entre chaque courbe et puis de calculer par la loi d'Ohm à peu près l'ordre d'idée du courant. Bon, après finalement c'est pas très important. Ce qui nous intéresse c'est d'avoir un réseau. D'ailleurs c'est un très beau réseau, il est parfaitement clair et parfaitement lisible. Et ici on n'a que le cadran positif avec le 0 là et des courants positifs et les tensions VCE positives. Mais par exemple, si je prends le signal sinusoïdal et si je diminue l'offset, on va se retrouver avec le réseau de courbes qui passe de l'autre côté. On se retrouve dans la partie négative des transistors qui, eux, bon, se comportent d'une manière particulière. Hein. Et si moi, ici, je mets un offset nul et que je passe à une amplitude double, on va dire 20 volts, ben en fait là j'ai carrément le réseau complet. On a carrément le réseau complet ici, symétrique, simplement grâce à l'offset. L'offset ici étant nul. On est ici de moins 10 à plus 10 volts au niveau du VCE. Donc en fonction de où on est et du balayage de la tension collecteur, on se retrouve dans des zones diverses des caractéristiques. Donc, ce qui nous intéresse plutôt, c'est la zone habituelle d'utilisation. Là, j'ai remis un offset de 5 volts. Donc, on est entre 0 et 10 volts au niveau des caractéristiques. Voilà. Donc, ça marche. Ce système fonctionne. Donc, on a bien une caractéristique d'un transistor. Voilà. Et on voit quelque chose qui est parfaitement clair et net. Alors ça c'est le plugin horizontal, c'est là où habituellement on met des bases de temps, mais là on a mis simplement un amplificateur standard. Ici c'est le côté vertical, donc ici je rentre ce qui est mesuré au bord de la résistance d'émetteur, ici je rentre ce qui est au niveau générateur BF lui-même, au niveau collecteur, et on a un magnifique réseau de courbes qui est parfaitement lisible. Alors ça c'est un 2N2222, alors j'ai ici quelques 2N1711 que j'ai en stock dans un coin. Alors regardez un peu, eux, comment ils se comportent. Donc je vais virer le 2N2222 et je vais mettre un premier 2N1711 et on va regarder un peu ce qui se passe. Donc voilà le réseau. Donc le réseau, si je me mets, on va se mettre à 0 au niveau de l'oscilloscope. La cinquième courbe ici est juste au-dessus de 4 graduations à partir du 0. On est à peu près donc ici à 1 volt, 2 volts un peu passé au niveau du plus haut plateau. Je vais changer et je vais passer à un autre exemplaire. Un autre exemplaire que voici. Alors lui, il est plus élevé. Lui, il se retrouve à 2,5, 2,6 à peu près. 2,6. Donc ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 4,56 divisions. Donc il a un peu plus de gain celui-là. Si j'en mets un autre, comme celui-là, qui est un autre 2N1711, bon ben celui-là il se retrouve à peu près comme le premier. Hein, donc ils sont assez proches. Donc jusque là, bon, soit j'ai du bol et ils sont proches, soit le truc n'est pas assez sensible pour discriminer entre des transistors eux-mêmes. Alors on voit encore un autre. Bon, il est assez proche aussi. Donc, par gros coup de bol, mes transistors sont assez proches. Donc là, c'est un lot qui peut être utilisé à ce niveau-là pour tester les transistors. Alors, on se dit c'est quand même bon, c'est pas très sensible au niveau différenciation entre les transistors eux-mêmes. Alors ce qu'on peut faire, c'est passer à un courant base plus faible. Alors j'ai une résistance de 10 kΩ qui est en série avec le générateur BF au niveau de la base. Je vais passer à une résistance de 100 kΩ qui me permet moi d'essayer avec des courants beaucoup plus faibles. Donc je vais le changer, je vais passer à 100 kΩ. Donc là on voit tout de suite le réseau de caractéristiques est beaucoup plus petit, beaucoup plus plat, parce que ici j'attaque le transistor avec des courants bases beaucoup plus faibles. Donc on va augmenter la sensibilité.
Voilà, donc ça, je me retrouve avec quelque chose qui est beaucoup plus faible. Alors là, on va voir si les transistors restent à peu près équivalents. Donc ici, je suis à un peu moins de 5 divisions. Là, je vais changer de transistor, je vais passer à un autre. Là, hop, là, je me retrouve avec quelque chose qui est très différent. Donc, voici deux N1711 qui ont des caractéristiques très différentes lorsqu'on les attaque avec des faibles courants base. Donc c'est là qu'on peut commencer à voir des différences entre les exemplaires. Hein. Donc ici, on en met un autre. Là, je le retrouve à peu près équivalent au premier. Alors ici, j'en remets un autre. Alors celui-là, il est... Alors là, il a beaucoup moins de gains. Là, voilà, parmi 4 N1711 que j'ai, il y en a 2 qui sont similaires. Un qui a un gain beaucoup plus faible et un qui a un gain beaucoup plus élevé. Donc là, on peut commencer à peut-être les trier entre eux et de voir qu'ils ne sont pas équivalents. Il faut bien voir que quand on utilise les transistors, on ne les utilise pas sur un point de repos, on les utilise sur une caractéristique complète. Donc si eux, ils sont à peu près équivalents lorsqu'on les attaque suffisamment, ils sont différents quand on les attaque faiblement. Et attaquer un transistor faiblement, ça arrive très bien dans le schéma selon comment on les utilise. Donc il est important que on les teste sur différentes gammes d'utilisation pour voir que en fait ils ne se comportent pas de la même manière selon la zone. Donc dans ce schéma là, il suffit juste de changer la résistance de base, passer à une résistance plus forte pour tester le transistor dans des zones plus faibles, et puis de voir que de l'un à l'autre, les différences deviennent très importantes. Donc finalement, ce montage peut très bien servir, moyennant un petit peu d'ajustement en fonction des transistors qu'on teste, il peut très bien servir à trier des transistors et pouvoir faire des lots très similaires, et ce qui permet de pouvoir, sans trop de problèmes, mettre en œuvre des schémas qui nécessitent des transistors très très similaires entre eux. Donc voilà. Donc ce schéma-là fonctionne. Et là, avec simplement une petite plaque à trous de résistance, je peux tester tous mes transistors assez rapidement, comme ça, et puis faire des lots et les tester et les trier entre eux sans difficulté. Donc voilà, un oscilloscope, un générateur BF juste au-dessus, et c'est tout. Alors là, c'est en gros ce qu'on peut appeler le traceur de courbe du pauvre. Et fondamentalement, ce que j'ai montré là, cette manière de faire avec un signal sinusoïdal qui attaque le collecteur et un signal de basse par marche d'escalier, c'est exactement le principe qui est appliqué dans les traceurs de courbe du commerce, qu'on va dire. Par exemple, le Tektronix 577, 576, ou l'équivalent pour les tubes, le 570, etc. C'est fondamentalement comme ça que ça fonctionne. Sauf que là, effectivement, le système fonctionne bien, juste un générateur BF, un oscillo, ça marche très bien, ça a l'air facile tout ça. Mais dans les vrais générateurs de courbe, les mesures se font sur les électrodes directement, les amplificateurs sont des amplificateurs différentiels, il y a des alimentations flottantes pour éviter les problèmes de masse qui seraient incompatibles. Ce sont des montages qui sont beaucoup plus complexes parce qu'ils doivent mesurer correctement les composants, parce qu'ils servent à obtenir les mesures dans l'absolu, et surtout, ils doivent avoir des tonnes de protection. Parce que là, je travaille avec des petites tensions de 10 volts, etc. Il faut bien voir que les traceurs de courbe, ça peut monter à 1000 volts, 2000 volts. Ça peut tester avec des courants de plusieurs dizaines, voire des centaines d'ampères. Il faut bien voir que ce sont des appareils sérieux. C'est pas des trucs faits pour rigoler. Ça teste les IGBT à des très forts courants. Ça teste des tensions d'avalanche de diodes qui peuvent se trouver à plusieurs milliers de volts. On n'est pas là pour rigoler. Donc les protections doivent être maximales si on ne veut pas faire tout sauter. Donc l'essentiel des traceurs de courbe, c'est pas la partie que j'ai décrite là, c'est la partie mise en œuvre et surtout la partie protection. Et du fait que ça doit tester les composants NPN, PNP dans telle zone, etc., toutes les combinatoires doivent être disponibles sur le panneau de l'appareil. Donc on doit pouvoir inverser, passer de l'un à l'autre. Donc il y a toute une gestion d'inversion de polarité, etc. pour que les courbes soient mises dans tel sens, qu'elles soient superposables, etc. Donc il y a une très grande difficulté de mise en œuvre pour pouvoir faire tous les cas de figure. Mais
fondamentalement, c'est exactement ce principe qui est utilisé. Alors, dans un autre épisode, on utilisera un vrai traceur de courbe, un 577 de Tektronix, qu'on utilisera sur des transistors, sur des tubes, sur différents types de composants, pour pouvoir voir comment on manipule un appareil comme un traceur de courbe et en quoi ces appareils peuvent être extrêmement pratiques quand on veut faire de l'électronique, vérifier la qualité des composants, faire des tris de composants, vérifier si des transistors ne sont pas des contrefaçons. En ce moment, c'est quelque chose qui ne plaît sur eBay par exemple. Il y a beaucoup de composants qui sont des composants habituellement qu'on utilise dans les amplis, des séries 2SC quelque chose, et qui sont des pâles imitations pas chères, des vrais composants qui sont des fois même plus fabriqués. Et grâce au traceur de courbe, on peut voir, en les amenant à des tensions collecteurs très élevées, on peut voir à partir de quel moment le transistor ne peut plus faire son office et à partir de quel moment le courant va subitement passer à des valeurs très élevées parce que simplement il ne tient pas les spécifications d'origine du truc. C'est souvent des sous-composants qui ont été renommés, relabellisés et qui ne tiennent pas du tout les caractéristiques du truc d'origine. Et grâce au traceur de courbe, on peut détecter ces choses-là. C'est un appareil qui pour moi est plus pratique qu'un lampemètre parce qu'il est beaucoup plus général. Et en général, on pense qu'un traceur de courbe c'est pour du petit composant, mais en fait c'est plus puissant et plus brutal qu'un lampemètre. Avec un 577, on peut tester une 845, moyennant une simple amplification de la tension d'attaque, qui risque d'être plutôt de l'ordre de 80 volts ou 100 volts, plus que ici sur le traceur de courbe habituel, une vingtaine de volts. Mais moyennant une amplification possible des tensions grilles, on pourrait tester des 845, on pourrait tester des trucs beaucoup plus gros que ce qu'on peut tester habituellement sur des lampemètres. Donc le traceur de courbe, on en reparlera, il y aura un épisode dédié à ça, mais là j'ai simplement fait la version du pauvre, avec deux bouts de ficelle, moyennant quand même un générateur BF un petit peu plus évolué, le Rygold DG1022, mais ça, quitte à investir avec un générateur BF, autant investir sur un appareil sérieux comme ça qu'on peut trouver maintenant à des prix vraiment raisonnables en regard des spécifications et de ce qu'ils sont capables de faire. Donc ça, c'est une application de ce style de générateur BF dans le cadre de tracer des courbes qui permettent de trier nos composants.